Bienvenue, j'ai la chance aujourd'hui de commencer le cycle de communication en vous parlant des travaux issus de ma thèse qui sont co-dirigés par Emmanuel Sander, que vous avez vu ce matin, et Marilyn Gard, qui est professeure à la HEP Vaud et didacticienne des mathématiques. Donc aujourd'hui, on va parler d'identification des conceptions intuitives sur les fractions auprès d'adultes et d'élèves. Et la question qu'on va se poser, c'est quelles sont les conceptions intuitives sur les fractions des adultes et des élèves. Donc avant de commencer à regarder un peu les résultats de cette étude, il faut qu'on se mette d'accord sur ce qu'est une conception intuitive. Donc l'intérêt d'étudier les conceptions intuitives, c'est de pouvoir faire l'étude des connaissances des individus et pouvoir comprendre quelles sont leurs connaissances. L'idée, c'est de se dire que on a un monde qui nous entoure, dont on a déjà des connaissances, et on va faire, pour comprendre les nouvelles choses, on va faire appel à ce qu'on sait déjà. Et donc, pour nous, une conception intuitive, c'est une instance de la connaissance en situation, donc là où on se situe, qu'on va construire par analogie, c'est-à-dire en faisant des liens avec notre vie quotidienne pour pouvoir construire cette nouvelle notion. Ces connaissances, elles se réfèrent à un ensemble de principes, donc des éléments, des opérations mentales et des représentations mentales qui vont nous guider dans l'interprétation du monde qui nous entoure, ici dans les mathématiques. Ça veut dire que dans une situation qu'on va rencontrer, on a déjà des choses connues, on va les prendre pour essayer d'interpréter ces nouveaux éléments à l'aide de choses qu'on connaît déjà. En quoi elles sont intéressantes? Mais en fait, elles sont utiles parce qu'elles... Elles sont utiles parce qu'elles donnent du sens au savoir. Elles sont nécessaires parce qu'elles s'appuient sur du connu. Elles sont limitantes parce que malheureusement, elles ne correspondent pas toujours au savoir scolaire, par exemple, qu'on enseigne, et donc on n'a pas forcément l'entièreté du concept. On considère qu'elles sont persistantes, c'est-à-dire qu'en fait, malgré l'enseignement, ces conceptions, elles vont résister et elles vont continuer à perpétuer à travers les apprentissages. Et elles sont inévitables, vu qu'elles sont construites de manière spontanée. En fait, on ne peut pas passer outre. Et elles existent dans nos représentations. Elles ont donc un domaine de validité restreint, ce qui signifie qu'en fait, elles ne sont pas valables pour l'entièreté des situations. Ici, ce sera les fractions. Et l'intérêt, c'est de pouvoir comprendre et de prédire les comportements des individus dans des situations. Et ça, c'est déjà des travaux qui ont été menés, par exemple, sur la soustraction. On a montré que les élèves et les adultes ont toujours tendance à penser que soustraire, c'est que ôter quelque chose, alors qu'il existe des situations où on peut faire des soustractions, mais on n'a pas perdu quelque chose. Maintenant, parlons de fractions. Les fractions, on s'y intéresse pour plusieurs raisons. Déjà parce que c'est un sujet plutôt complexe. Beaucoup d'études montrent dans beaucoup de systèmes éducatifs que ça pose problème aux élèves. Et ensuite, en Suisse romande, on a changé les moyens d'enseignement, on n'introduit plus les fractions de la même manière, et on s'est dit que c'était un bon moyen de s'emparer de la question de l'enseignement et de l'apprentissage des fractions. J'ajouterais aussi que souvent, quand je dis que je travaille sur les fractions, j'ai le droit à des grimaces. Il y a des gens pas très convaincus que c'est un sujet fascinant, avec des gens qui ont des conceptions, du coup, des fractions plutôt négatives et avec des souvenirs de l'école qui n'étaient pas toujours positifs. Pour définir le concept de fraction, je pourrais vous dire c'est un nombre avec une écriture formelle. Mais en fait, pour nous, là, ce n'est pas suffisant. Et donc, on va s'appuyer sur les travaux de Vergniaud pour définir le concept de fraction. Vergniaud, il définit le concept avec un triplet. Tout d'abord, les situations qui donnent du sens au concept. Ici, dans les fractions, on va décrire plusieurs situations, des situations de partage, de mesurage, de transformation, de ratio ou de proportionnalité. Pour pouvoir travailler sur ces situations, on va faire appel à des invariants opératoires, c'est-à-dire des éléments de pensée sur lesquels va pouvoir reposer les opérations mentales qu'on va mener. Ici, je vous en ai mis quelques extraits, par exemple A inclus dans B, ce qui signifie notamment que si je vous parle de la fraction 3/4, vous avez peut-être en tête 3 parts parmi 4. Ou alors, si je vous dis 3/4, vous allez vous dire 3 divisé par 4. C'est deux invariants opératoires différents qui font référence à des situations différentes sur les fractions. Et évidemment, quand je vous parle fraction, vous avez des représentations. Je les ai dites, 3/4, je pourrais dire 3 pour 4. Vous avez vraisemblablement une représentation aussi peut-être d'un dessin ou même d'un contexte de pizza par hasard. On peut aussi représenter les fractions à l'aide du droit gradué, c'est rarement fait, mais disons que ça existe. Ou on peut aussi se dire, en fait, 3/4, c'est 6/8, ou alors c'est 0,75. Maintenant, ce qui nous intéresse,
c'est de pouvoir définir les conceptions sur les fractions. Et donc, on va mettre ensemble conception intuitive et fraction. Et là, le cadrage de Vergniaud nous intéresse parce qu'en fait, comme il définit les situations, les invariants opératoires et les représentations, on va pouvoir définir les conceptions des fractions à l'aide de ça. Plusieurs chercheurs définissent des aspects, personnalités, sous-construits, interprétations des fractions. Il en existe 5 d'après la littérature: la partie d'un tout, la mesure, le quotient, le rapport et l'opérateur. Et ces 5 aspects de fractions, pour nous, on va les définir comme étant des conceptions. Et en fait, pour chacune de ces conceptions, on va regarder, identifier quelles sont les situations qui sont liées, les représentations et les invariants opératoires. Aujourd'hui, je vais faire le zoom seulement sur la partie d'un tout, parce qu'on fait en fait l'hypothèse que la partie d'un tout est la conception intuitive des fractions. Et donc, si je définis la conception partie d'un tout de la fraction, je me rends compte que quand je parle fraction, en regardant partie d'un tout, on va plutôt être dans des situations de partage, avec un registre iconique, souvent une surface circulaire en forme de cercle, partagée par 2, ou par 3, ou par 4, notamment un contexte de pizza ou de gâteau, et on va être dans une vision de la fraction où on se dit c'est une part parmi tant, et que l'ensemble, ça forme toujours un tout, on a toujours un élément qui va être partagé. Pour chacune de ces conceptions, on peut définir une situation, une représentation ou un invariant opératoire pour la mesure, l'opérateur, le quotient, etc. Donc si je reviens à ma question, quelles sont les conceptions intuitives sur les fractions? Je fais l'hypothèse que la conception intuitive sur les fractions est la partie d'un tout. Pourquoi? Parce que je fais l'hypothèse à nouveau qu'elle est liée à la vie quotidienne, et donc elle est intuitive, et qu'elle a un domaine de validité restreint, elle est considérée comme limitante, parce qu'elle ne montre pas l'entièreté du concept de fraction. Pour pouvoir faire l'expérimentation et vérifier nos hypothèses, on a créé un questionnaire expérimental qu'on a fait passer à 2 groupes d'individus. Donc tout d'abord, ce questionnaire est formé de 14 tâches. Je ne vais pas vous parler des 14 aujourd'hui, j'aurai absolument pas le temps. Et nous l'avons fait passer à des enseignants en formation, donc des enseignants de secondaire 1 et 2, ça fait le collège et le lycée en France, et à des élèves de 6e année. Les enseignants en formation nous intéressent parce qu'ils ont eu un parcours scolaire et universitaire. Ce n'est pas forcément des enseignants en maths, mais disons qu'on va pouvoir identifier l'aspect persistant de la conception. Et les élèves de 6e année nous intéressent parce qu'en fait, ils n'ont pas encore reçu d'enseignement sur les fractions. Donc on leur a donné un questionnaire sur les fractions, alors qu'ils n'ont pas du tout eu d'enseignement de mathématiques sur les fractions. Ils ont appris plein de choses déjà, mais pas sur les fractions. On leur a posé, dans la première partie, 3 questions. La première, pour vous, qu'est-ce qu'une fraction ? En faisant l'hypothèse que la réponse de ces élèves va être qu'une fraction représente la partie d'un tout. On leur a posé une deuxième question, qui est une question qui est assez souvent utilisée pour identifier les connaissances déjà là des élèves sur un certain nombre d'aspects mathématiques, qui est de donner le premier problème qui nous vient à l'esprit dans la réponse est 7/5. Là, vous voyez, la fraction est plus grande que 1. Donc elle est au-delà du domaine de validité. Peut-être que même vous vous dites « Ouh là là, 7/5, qu'est-ce que je vais dire ?» Et donc, on imagine qu'il va y avoir un blocage dans cette tâche, qu'elle ne va pas être réussie, tant chez les adultes que chez les enfants. Et on a proposé une troisième tâche qui est la même, sauf avec comme réponse 3/8. Et ici, on fait l'hypothèse que ce sera mieux réussi, vu qu'on est sur une fraction inférieure. Ensuite, dans la deuxième partie du questionnaire, on a créé 5 problèmes qui sont proches des 5 conceptions dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et ces problèmes, en fait, on va regarder lesquels sont mieux réussis, et ensuite les stratégies qui vont être utilisées pour résoudre ces problèmes. On fait l'hypothèse à nouveau que le problème qui sera proche de la conception partie d'un tout, qui est ici, il sera mieux réussi, parce qu'en fait, il est proche de ce que les personnes vont intuitivement mobiliser. Et on a 2 autres problèmes, ceux qui sont proches de la conception mesure et quotient, qui vont aussi être plutôt bien réussis, parce qu'ils font aussi appel à des situations de partage. Alors que si on prend les 2 autres conceptions, l'opérateur, qui est plutôt l'idée d'une transformation d'une quantité, ou le rapport, vont être moins bien réussis parce qu'ils sont plus éloignés des conceptions des participants. Donc pour les adultes, on fait l'hypothèse qu'il y aura une bonne réussite globale sur ces problèmes, et chez les élèves, on fait l'hypothèse que la réussite va être plutôt faite là où ils sont dans leur domaine de validité. Donc pour vous, qu'est-ce qu'une fraction? Je suis sûre que vous avez déjà posé la question pendant que je parlais. Voici quelques réponses de personnes que nous avons de participants, et on se rend compte qu'ils sont un peu sur l'écriture. Ici en haut à droite, ils disent que c'est une fraction, c'est toujours plus petit que 1, et un élève de 6e ici nous dit que c'est une sorte de calcul avec des divisions. Les résultats vont assez bien dans ce sens.
On se rend compte, quand on demande pour vous qu'est-ce qu'une fraction, en fait les adultes répondent, donc notre hypothèse était qu'ils répondraient plutôt partie d'un tout, et en fait ils répondent plutôt le quotient, ils répondent plutôt que c'est une division, même si un quart des adultes nous disent que c'est la partie d'un tout. Et une autre chose, c'est qu'ils parlent beaucoup de l'écriture, du formalisme. Ça peut faire rappel à certaines personnes qui étaient là hier, des questions de formalisme qui étaient présentées durant la présentation d'hier. Les élèves, 60% ont essayé de répondre, et ils nous parlent un tout petit peu de partie d'un tout et de quotient, mais ils nous parlent davantage, comme l'exemple plutôt d'un calcul mathématique, d'une division. Ils ne savent pas trop, mais ils ont cet instinct-là. J'avance pour donner le premier problème qui vous vient à l'esprit, dont la réponse est 7/5. Je ne vais pas tous les détailler, mais je pense que celui-là parle bien de lui-même. C'est-à-dire que ça pose problème et que là, 7/5, c'est contre-intuitif. Donc, sans spoiler les résultats, on se rend compte qu'il y a quand même un quart des adultes qui n'ont pas réussi à faire une réponse pertinente. Et si je compare avec... le 3/8, là, on a quand même un taux de réussite et de performance qui est meilleur. Et donc, on se rend compte que les adultes performent mieux avec la question de la fraction qui est proche de leur conception intuitive. Si on regarde le contexte, c'est marrant. Donc ça, c'est à chaque fois comme c'est un contexte de pizza, de gâteau, quelque chose qui est plutôt rond et circulaire. Et bien là, dans les 24% de réponses non pertinentes, il y en a 16% qui ont essayé de mettre un contexte de pizza. Et le pizza, c'est vraiment un ensemble, un tout. Et 7/5, c'est compliqué parce qu'il faut en rajouter une de manière pertinente. Chez les élèves, les résultats, ils ne nous permettent pas de dire grand-chose. À l'heure actuelle, c'est des résultats qui sont en cours d'analyse parce qu'en fait, il y a peu de réponses pertinentes. Et dans les réponses non pertinentes, ils ont plutôt fait des soustractions, ce qui est sûrement lié au fait qu'ils devaient faire des soustractions à l'école au moment où on leur a demandé. Pour résoudre des problèmes, rappelez-vous, je fais l'hypothèse que 3 des problèmes seraient plutôt bien réussis parce qu'ils sont proches de la notion partage. Et en fait, ce qui est plutôt chouette, c'est que ça fonctionne assez bien. Et donc, on voit en fait que notre hypothèse est validée. La conception intuitive partie d'un tout, donc des problèmes proches de partage, en fait, c'est mieux réussi chez les adultes et aussi chez les élèves. Je le rappelle, les élèves n'ont pas encore appris les fractions à l'école. Et sur les 2 autres types de problèmes, la réussite est moindre, et chez les élèves, on pourrait dire qu'elle est plutôt très très mauvaise, sur le problème d'opérateur notamment. Donc si je fais le bilan de ces résultats, notre hypothèse était que la conception intuitive était partie d'un tout, qu'elle était intuitive parce que liée au quotidien, et qu'elle était limitante parce qu'elle avait un domaine de validité restreint. Et en fait, quand on a demandé de définir une fraction, on s'est rendu compte que c'était plutôt le quotient et la partie d'un tout qui étaient la plus prégnante, avec un lien fort avec l'écriture chez les adultes. Et chez les élèves, un aspect où ils étaient plutôt conscients que c'était un objet mathématique. Quand on leur demande par contre de proposer un problème, la plupart des problèmes sont liés à la partie d'un tout, avec une prégnance très très forte d'un contexte pizza-gâteau, que ce soit pertinent ou non d'ailleurs, et que c'était mieux réussi quand c'était dans le domaine de validité. Et que les élèves s'appuient sur des connaissances déjà là. En fait, ils font beaucoup des problèmes de soustraction avec 7 parts de pizza, moins 5 parts de pizza, il en reste 3, et ils ne parlent pas du tout de fraction. Ce que font aussi les adultes, d'ailleurs, on leur a demandé de résoudre le problème, et certains nous ont fait des problèmes soustractifs en nous donnant une réponse que sous forme de soustraction avec des nombres entiers. Et en fait, on a aussi demandé de regarder les stratégies qu'ils ont utilisées pour résoudre les problèmes. Et en fait, on se rend compte que chez les adultes, ils sont capables de mobiliser toutes les stratégies, donc liées à toutes les conceptions, alors que les élèves, ils vont plutôt s'appuyer sur des stratégies de type partie d'un tout, même si ce n'est pas celle qui est la plus efficace. Donc on arrive à notre bilan de se dire qu'une difficulté pour mobiliser les fractions en dehors du domaine de validité, c'est la partie d'un tout. Ce qui nous permet de pouvoir conclure ici que la conception intuitive sur les fractions, c'est des situations de partage dans un contexte circulaire avec des fractions inférieures à 1 et des invariants opératoires qu'on a définis ici, il en existe d'autres aussi. Et ça nous permet d'expliquer pourquoi 7/5, ça n'est pas possible, parce qu'en fait, ça bloque le raisonnement, la partie d'un tout va bloquer ce raisonnement. Et je vais rapidement parce que le temps est fini, mais ça peut expliquer pourquoi un participant, donc un adulte, nous a répondu ça à ce problème. Voilà. Bonjour à tous. Donc, nous allons maintenant à 2 voix vous présenter un modèle socio-constructiviste des compétences clés dans les régulations sociales. Donc c'est un travail, nous avons choisi un angle d'approche, sachant que ce travail s'inscrit dans un programme plus général
au cours duquel j'ai pu encadrer différents travaux de recherche qui portent sur la construction des régulations sociales pour faire le lien avec les comportements chez les enfants et chez les adolescents à partir d'une perspective piagétienne constructiviste. Et lors de mes travaux, afin d'évaluer à la fois les compétences structurantes, et j'y reviendrai, comment Piaget définit la notion de schème et en quoi la notion de schème peut se rapprocher de la notion de compétences. Donc j'ai eu l'occasion d'observer la construction des compétences à travers les schèmes, et notamment les schèmes opératoires, d'enfants et d'adolescents dans différents contextes éducatifs. Quand je parle de contexte éducatif, ça concerne à la fois le contexte primaire, c'est-à-dire le contexte socio-géographique et familial, l'influence de ce contexte donc sur la construction des opérations et du jugement moral en reprenant des épreuves piagétiennes, et le comportement de ces enfants et de ces adolescents. Ces recherches ont montré, et elles sont publiées dans plusieurs revues qui ont confirmé chaque fois cette proportion, qu'en comparant les zones d'éducation prioritaire, c'est-à-dire des quartiers plus populaires, plus sensibles, on observe un écart dans la construction des opérations et du jugement moral, c'est-à-dire une prévalence entre 70 et 80% d'hétéronomie morale et de figurativité jusque chez des adolescents. Donc une difficulté de construction à la fois de l'autonomie morale et des opérations, en même temps que nous les avons observés dans des contextes éducatifs. Alors on le verra largement dans le milieu du sport, et j'expliquerai pourquoi, et plus particulièrement du football, mais également dans les écoles. À partir de là, la question que nous nous sommes posée était déjà de pouvoir plutôt évaluer des compétences collectives. C'est-à-dire qu'à partir des situations, des épreuves piagétiennes, nous pouvions évaluer la construction de compétences individuelles, du rapport du sujet à l'objet de connaissance, mais ce qui nous intéressait, c'était d'étudier l'interaction entre les sujets, donc plutôt dans une dynamique socio-constructiviste, mais non pas pour s'interroger sur la manière dont les sujets interagissaient à partir d'un problème à résoudre, mais d'essayer de porter notre regard sur les régulations entre les sujets eux-mêmes, en faisant l'hypothèse que les schèmes construits par les sujets dans la relation sujet-objet étaient transposés dans les relations sociales, dans leur manière de construire le collectif, de l'envisager et d'interagir, avec l'objectif de créer le lien entre ces formes de régulation sociale et les comportements, notamment la violence, puisque nous avions des programmes d'intervention dans des contextes où la violence, les comportements violents pouvaient sévir, pour construire des programmes de prévention. Voilà. Donc ce sont des choses qui ont été mises en œuvre, et donc vous avez la bibliographie sur ces études, mais là plus particulièrement, le choix de notre intervention ce matin était de montrer l'une des notions que nous avons dû construire au fil du temps, qui était de considérer la construction des compétences depuis les régulations sociales, et nous avons fait le choix de parler de compétences clés collectives. Et donc, je vais essayer de vous expliciter pourquoi on parle de compétences, pourquoi on parle de compétences clés, pourquoi on parle de compétences collectives, et à partir des travaux de Piaget, comment nous avons pu établir une roue des compétences, sachant que ce travail a pour objectif à la fois la construction d'un référentiel de compétences, et donc là vous avez une référence bibliographique d'un ouvrage avec différents chapitres qui comprennent les différents éléments que je vous présente là. Donc la construction d'un référentiel de compétences, l'élaboration de programmes pédagogiques appliqués dans le cadre notamment du sport, mais aussi dans les champs périscolaires, et l'expérimentation auprès des jeunes de ce programme pédagogique à partir de compétences établies pour faire le lien entre leur comportement et leurs compétences cognitives. Voilà, donc il faut bien, tout cela est très vaste, donc là on va prendre un champ particulier qui est la définition de ces compétences. Alors tout d'abord, il nous semblait important, voire essentiel, de définir des compétences groupales
plutôt qu'individuelle. Et on le verra, y compris quand on parle de compétences psychosociales avec le référentiel de l'Organisation mondiale de la santé, finalement on s'intéresse à l'individu et non pas au groupe. Alors que là, le choix était vraiment de regarder les régulations telles qu'elles se produisaient dans le groupe, mais aussi pour chacun des individus et donc dans cette interaction. Donc en ayant quand même en tête l'idée de système. Nous avons aussi construit une méthode de sollicitation dont je n'aurai pas l'occasion de vous parler, mais qui est une méthode interactive de résolution de problèmes. Autrement dit, pour solliciter ou pour évaluer la construction de ces compétences collectives, le programme et le cadre d'évaluation consiste à poser un problème à plusieurs sujets et de leur demander de présenter l'un après l'autre leurs propositions. Ensuite, d'expliciter ce qu'ils ont compris que les autres disaient et d'arriver à une forme de consensus pour régler ce problème. Ça peut être, par exemple, un dilemme moral ou une difficulté à laquelle ils ont été confrontés. Cette situation de MIRP, méthode interactive de résolution de problèmes, permet de solliciter à la fois la résolution du problème, mais aussi l'écoute des autres pour voir quels sont les processus qui se mobilisent pour faire consensus ou alors pour faire conflit, je devrais le dire dans l'autre sens, c'est-à-dire peut-être comment on écoute les autres, comment on conflictualise et comment on peut arriver à un consensus global. Donc ça vous permet de voir de quelle manière ces compétences peuvent à la fois être évaluées, mais comment elles peuvent aussi être sollicitées au fil du temps. Donc compétences groupales. Donc ces compétences, elles incluent également la capacité à interagir en prenant en considération les paramètres inhérents à la vie collective. L'un des champs d'application privilégiés est un sport qui est le sport le plus populaire en France, qui est le football. Et donc, je travaille en collaboration, je préside un comité au sein de la Fédération française de football dans le cadre d'un plan d'engagement sur la construction de programmes éducatifs fédéraux. Donc, la Fédération française de football, il y a 2,5 millions de licenciés. Et donc, c'est le troisième acteur éducatif par le nombre de personnes qu'il va toucher, après la famille et l'école. Donc, il y a un enjeu majeur pour les dirigeants de réfléchir à des programmes éducatifs. Un autre point, je vous parlais tout à l'heure du contexte éducatif primaire qui est constitué par la famille et l'environnement socio-géographique, qui est un contexte pour lequel il est parfois difficile d'avoir une action, en tout cas une action publique. En revanche, les contextes éducatifs secondaires, que sont l'école, le champ éducatif ou périscolaire, est un contexte dans lequel les pouvoirs publics peuvent agir afin de construire des programmes éducatifs qui visent justement à pallier aux différences du milieu primaire dans le mode de sollicitation. Donc tout comme à l'école, on a ici un enjeu majeur, d'autant plus qu'un sport comme le football touche beaucoup les milieux populaires. En tout cas, il touche tous les milieux, mais il peut être un levier efficace, là où on a des figures d'autorité légitimes, c'est-à-dire que les jeunes viennent pratiquer volontairement, qu'ils vont être motivés, intéressés par ce qui s'y déroule. Et on verra que le football comporte aussi des aspects très importants, si on reprend la théorie piagétienne, qui est que les compétences se construisent d'abord par l'action et par l'expérience. Or, le football est un sport d'opposition dans lequel chaque équipe doit poser des problèmes à l'autre équipe. Donc on a des actions de résolution, des activités de résolution de problèmes qui permettent de construire des compétences qui sont là en permanence, que ça passe par l'action et que c'est un sport collectif donc qui sollicite les compétences collectives. Simplement, ce qui manque dans l'activité, c'est la dimension réflexive qu'il s'agit d'introduire en permettant aux jeunes joueurs, une fois qu'ils sont confrontés à des situations, problèmes de terrain, d'y réfléchir, de trouver des solutions et puis de revenir sur le terrain. Donc voilà pourquoi le football. Donc nous nous inscrivons dans un paradigme constructiviste en considérant que les compétences se construisent par l'intégration de l'expérience à travers la prise de conscience. Donc Mark Radcliffe parlait justement des travaux de Piaget qui montrent bien cette construction qui s'oppose finalement au paradigme behavioriste dans lequel les comportements seraient plutôt stimulés par les conditions de l'expérience,
mais pas nécessairement dans une perspective où le sujet passe d'abord du point de vue développemental et puis pour construire de nouvelles compétences par une expérience vécue qui nécessite non seulement cette première expérience, mais ensuite un retour réflexif qui passe par la prise de conscience. Et la prise de conscience, elle s'exerce dans un contexte où on est en interaction avec autrui, c'est-à-dire qu'on explique à quelqu'un d'autre ce qu'on a vu, ce qu'on a construit, et là on rentre dans la méthode clinique piagétienne. Je parle de compétences depuis tout à l'heure. Piaget a parlé de schème, et donc comment est-ce qu'on peut faire le lien entre le concept de schème et de compétences? Eh bien, nous entendons la notion de compétence comme étant partant de l'expérience, pour le schème opératoire passant par une démarche de prise de conscience et de réflexivité, mais surtout nous parlons de compétences clés parce que nous parlons de compétences qui sont transférables et généralisables. La manière dont Piaget a décrit l'organisation développementale n'est pas une succession de comportements qui émergent à un moment donné du développement, mais bien par l'interaction du sujet avec son milieu, le schème se construisant par la rencontre avec un problème et les schèmes nouveaux se construisant par coordination des schèmes anciens. Depuis le niveau sensorimoteur, le processus d'accommodation qui permet la construction de schèmes plus complexes, l'intériorisation et la symbolisation dans le stade préopératoire, et puis au niveau opératoire concret, une reprise finalement des structures sensorimotrices qui se coordonnent avec les structures symboliques préopératoires via la prise de conscience pour donner lieu au niveau opératoire. Ce que je veux vous montrer par là, c'est que tout cela constitue une organisation fractale qui a une organisation logique, et ensuite les opérations entre elles forment les opérations formelles. Donc l'avantage de cette théorie, c'est qu'elle permet vraiment d'avoir un point de repère très précis sur chaque étape du développement, son organisation. Là, je parle du point de vue structural, mais Piaget a aussi développé le point de vue fonctionnel, c'est-à-dire comment de nouvelles compétences se construisent. Pour faire très vite, on va s'appuyer sur la théorie de l'équilibration des structures cognitives, qui est que le sujet va être face à une déstabilisation, à la rencontre d'un problème, et c'est la rencontre avec ce problème qui va le solliciter à construire de nouvelles compétences, avec 3 modes de compensation régulatrice que définit Piaget. Soit le sujet rejette le problème à résoudre, c'est la compensation alpha. C'est très économique, il retrouve immédiatement un équilibre. Cet équilibre est précaire puisqu'il n'a pas intégré la perturbation. Ou alors, la compensation bêta suppose de prendre en compte le problème et d'être déstabilisé, mais là, ça suppose d'accepter la déstabilisation, de chercher de nouvelles solutions. C'est l'enfant qui a fait glisser la balle sous le lit et qui ne renonce pas et qui va chercher des solutions pour construire la conduite du support, mais qui supporte cette déstabilisation. De la même façon, pour la conservation de la matière, si on demande à un enfant, à ton avis, est-ce qu'il y a toujours pareil beaucoup de pâtes dans la boule que dans la galette, qu'on lui présente une contre-suggestion d'un enfant qui est d'un avis différent du sien, pour qu'il intègre l'avis différent, il faut qu'il supporte la déstabilisation. Donc nous allons beaucoup observer, c'est ce qui va lui permettre, par une équilibration majorante, de construire de nouvelles compétences. Ce qu'on observe cliniquement dans les difficultés de construction, aussi bien de la socialisation, donc de l'autonomie morale, que des connaissances cognitives, c'est cette étape qui bloque. C'est-à-dire que les sujets ne supportent pas la frustration liée à l'intégration du problème et à la perturbation pour réfléchir à de nouvelles solutions. Et c'est vraiment ça qu'on va aussi chercher à voir dans un groupe, c'est comment les sujets supportent les avis différents, et on le verra comment ils arrivent à les articuler entre eux. Donc, quand on parle de compétences, en réalité on parle de schèmes, c'est-à-dire de compétences qui s'organisent entre elles en un tout cohérent, l'idée étant d'aller observer ce qui se passe du point de vue des compétences collectives, c'est-à-dire de l'idée d'un tout qui n'est pas constitué par le sujet individuellement, dans une perspective individualiste, mais un tout qui concerne un collectif. Voilà, donc ce qu'on peut se dire, c'est que notre modèle de compétences clés dans les régulations sociales s'inscrit dans ce référentiel pour plusieurs raisons. La première, c'est que les compétences se construisent par l'expérience, puis l'intégration de cette expérience par la prise de conscience des résultats, des intentions et des processus de l'action. Ces compétences sont structurales, c'est-à-dire qu'à l'instar des schèmes, elles sont
intégrable, transposable, différenciable et généralisable. Et donc ça c'est très important parce qu'en fait on va devoir solliciter des compétences qui, puisqu'elles sont structurales, vont pouvoir s'appliquer à d'autres domaines en quelque sorte. Et donc dans les programmes éducatifs que nous avons pu construire dans les pôles espoirs de football, nous avons sollicité les jeunes à partir de l'activité du football pour solliciter les compétences collectives dont on va vous parler. Nous avons un programme où on les sollicite dans la vie quotidienne, mais aussi à partir d'un programme qui s'appelle le programme OFC, dans lequel les jeunes vont mener des actions solidaires avec des associations et vont réfléchir ensuite aux conséquences, aux apports de ces actions. Donc pour que le schème se généralise, il faut qu'il se transpose, qu'on ait un cadre qui soit suffisamment similaire chaque fois, dans lequel on va favoriser l'expérience, le retour réflexif collectif en permanence, dans le but de solliciter ces expériences collectives. Donc les autres aspects, c'est que les compétences se construisent continuellement. Et donc, étudier les compétences, c'est étudier aussi leur processus, le processus de leur construction, et en quelque sorte, un aspect qui me semble très important, dont je n'ai pas encore parlé, de leur psychogenèse, c'est-à-dire de leur développement avec les caractéristiques dont j'ai parlé. Donc, ce modèle, il se différencie des modèles des théories de l'apprentissage par conditionnement, des approches comportementalistes, dans lesquelles les acquisitions comportementales proviennent de ce conditionnement. Là, dans ce cas-là, ces dernières, elles favorisent plutôt les apprentissages par répétition. Et dans ces modèles, les compétences sont finalement équivalentes au comportement, c'est-à-dire des actions qu'on répète, et non pas à des compétences plus structurantes comme le sont les schèmes. Notre modèle, il se distingue également de l'approche des compétences psychosociales, comme je l'évoquais avec vous, décrite par l'Organisation mondiale de la santé, qui entend la compétence comme la capacité d'une personne à maintenir un état de bien-être subjectif qui lui permet d'apporter un comportement approprié et positif à l'occasion d'interactions avec les autres, sa culture et son environnement. Donc ici, le modèle, il se centre sur le comportement et le bien-être. Il ne différencie pas forcément ce qu'il en est pour les enfants et pour les adultes, et il ne s'inscrit pas dans une psychogenèse structurée de ses compétences avec les conditions que je viens d'énoncer. Voilà, donc ce modèle, on peut peut-être le projeter. Oui. Je regarde s'il y a des choses que j'ai oubliées. Voilà. Alors, donc, nous avons choisi de construire un modèle en roue des compétences pour montrer comment ces compétences sont articulées les unes par rapport aux autres. Nous nous sommes appuyés sur le modèle de Piaget pour plusieurs choses. À la fois pour la définition de ces compétences elles-mêmes, et dans la description précise qu'il en a faite, je pense par exemple à la décentration, à la coopération, mais aussi pour s'appuyer sur ses travaux concernant la construction du schème de classification, dans lequel Piaget nous explique comment, pour apprendre à construire les classes logiques, les enfants vont apprendre à articuler les ressemblances et les différences. Autrement dit, un enfant qui n'a pas construit les classes opératoires, le schème de classification, il ne va pas vouloir mettre le carré bleu avec le carré rouge parce qu'ils ne sont pas pareils. Et donc, tout l'enjeu va être de pouvoir hiérarchiser, à la fois différencier, coordonner et hiérarchiser pour classer et pour considérer que la ressemblance, elle est première, elle forme un tout, elle constitue la compréhension de la classe et l'extension, c'est finalement les caractéristiques propres. Et comment l'enfant il va être capable de passer d'une forme de classification à une autre, c'est-à-dire à classer par forme, et puis ensuite par couleur, et puis ensuite par taille. Cette mobilité, elle est à l'œuvre dans ses compétences clés. C'est-à-dire que pour se socialiser, nous faisons l'hypothèse qu'il s'agit pour les sujets d'articuler les ressemblances et les différences interindividuelles, et en fonction de chacune des compétences qui sont complémentaires entre elles, mettre en exergue tantôt les ressemblances, tantôt les différences, tantôt l'articulation des unes par rapport aux autres, pour former les compétences. Par exemple, dans la compétence d'identité collective, si on va faire comme les autres, porter la même tenue, etc., ce qui va primer, c'est l'équipe.
l'identité collective. Et les différences individuelles, elles demeurent, sinon ça veut dire que le sujet n'a pas construit cette compétence et donc il oppose les ressemblances et les différences, mais néanmoins on met plutôt en exergue celle-ci. Dans le libre arbitre, au contraire, comme c'est le cas un peu dans les schèmes de sériation, c'est la différence qui va être première, qui va être organisatrice. Je donne mon point de vue, mais pour autant, je reste en lien avec le groupe. Donc ce modèle, il permet d'avoir un point de repère. Un point important, c'est qu'on a établi 3 grands niveaux. Le premier niveau correspond à un niveau finalement hétéronome et préopératoire. Nous avons des niveaux intermédiaires de construction et des niveaux 3 en vert. Alors le code couleur, c'est pour l'utilisation par les éducateurs donc de compétences non construites ou de compétences construites. Voilà, donc ces 5 compétences, elles s'articulent les unes par rapport aux autres et on a à chaque fois un niveau rouge qui permet de repérer un premier niveau qui est un niveau de non-construction. Et si on regarde chacun des niveaux rouges, il nous permet d'expliquer certains phénomènes de violence. C'est-à-dire que si dans une équipe, on a de l'égocentrisme, de la transgression, de l'individualisme, l'essentialisation des différences et du conformisme, ça va conduire à des actions violentes. J'ai été peut-être un peu longue, je laisse Thomas préciser chacune des compétences. Je vais peut-être faire un exemple d'une compétence. Et, Est-ce que vous pouvez dire encore une fois, parce qu'on voit mal. Ah, oui. On voit ailleurs. Il y a d'abord quoi? Égocentrisme, ensuite l'égocentrisme, la différenciation des points de vue et la coordination des points de vue. Ça, c'est pour une même compétence. C'est pour la même compétence qui est la compétence de la décentration. Mais là, je vais vous présenter rapidement, parce qu'il ne reste plus que 3 minutes, comment on a travaillé pour la compétence d'identité collective. Donc, comme disait Béatrice, c'est la compétence qui repose sur le processus d'intégration et qui permet de construire l'esprit commun. C'est-à-dire, qu'est-ce qui nous rassemble malgré nos différences? Et elle repose essentiellement sur une première phase, un premier niveau qui est l'essentialisation des différences. Puis, sur le processus de comparaison avant d'arriver sur l'esprit commun. Et cette psychogenèse, elle est intéressante parce qu'on l'a trouvée, construite, découverte et analysée à travers les réponses des sujets, des enfants, en fonction des méthodes de sollicitation. Donc c'était une épreuve sur le principe de neutralité. Et en fonction du niveau de développement des sujets, on n'avait pas les mêmes réponses des sujets par rapport à cette question de la neutralité. Et ce qui venait, c'est qu'il y avait un effet d'âge, mais moi l'effet d'âge, il m'intéresse peu, il me permet de mettre une hypothèse qui a un effet psychogénétique, c'est-à-dire que les enfants qui étaient âgés de 10 ans à peu près, ils mettaient plutôt à la réponse à cette épreuve de neutralité, ils disaient « Ah oui, mais ils allaient essentialiser les différences. Moi je suis comme ça, lui il est comme ça, elle est comme ça », dans le concept de groupe. Puis plus ils grandissaient, plus ils allaient articuler leurs différences, leurs différences, leurs caractéristiques individuelles avec des points communs qui fait groupe. Et ça c'est intéressant notamment pour la construction de pédagogie parce qu'il ne s'agit pas seulement d'aller solliciter les différences de chacun. Moi je mange des bananes, moi je mange des poires et moi je mange des pommes. Mais finalement qu'est-ce qu'on fait ensemble? En fait on fait du foot ou alors on est à la cantine. Et ça permet surtout d'aller dépasser ça. C'est-à-dire qu'une fois qu'on les a sollicités sur qu'est-ce qui nous différencie, lui c'est qui, moi je sais qui, c'est surtout d'aller très vite les solliciter sur qu'est-ce qui fait commun en nous. Et ça, on s'est aperçu notamment à travers l'exemple du foot que cette étape de solliciter qu'est-ce qui fait commun, souvent les pédagogues, bon là c'est plutôt les éducateurs, on ne va pas jusque là. Et donc en fait ce modèle des 5 compétences clés, déjà c'est un point d'appui pour s'appuyer et ça permet surtout à penser les pédagogies. Et là quand on met ça aux éducateurs, ils disent « Ah oui, en effet, on va essayer d'aller solliciter qu'est-ce qui fait commun ». Et ça, on fait aussi l'hypothèse, et c'est ce que disait Béatrice tout à l'heure, que ça va prévenir de comportements un peu conflictuels, des difficultés aussi à des gens qui vont avoir des difficultés pour trouver des consensus. Et cet exemple, donc là on a pris l'exemple de la compétence d'identité collective, où on l'a défini dans sa structure et dans sa psychogénèse au niveau un peu fonctionnel. Qu'est-ce qui fait qu'on passe d'un état, d'un niveau à un autre niveau? Donc là on voit bien qu'il y a une articulation entre différence et ressemblance qui fait écho au schème de classification et de sérialisation et d'hiérarchisation.
on a les mêmes, entre guillemets, les mêmes dynamiques, les mêmes processus qu'on retrouve sur les autres compétences. Et je ne sais pas si on est... Encore une compétence. Si on prend une autre compétence, par exemple, la compétence du libre arbitre, c'est-à-dire la capacité d'émettre un point de vue sans toutefois se désolidariser du groupe, on s'aperçoit qu'au niveau 2, donc les sujets qui disent « moi j'ai un avis différent du groupe, je m'en aperçois, je vois qu'il est différent, je vois ton avis », par contre ils ont du mal à l'exprimer sans se désolidariser du groupe. Ça peut faire du conflit, de l'opposition, ou alors plutôt on reste en retrait. Et on s'aperçoit qu'en fait c'est dans un niveau entre guillemets 3, donc une construction entre guillemets plus élevée hiérarchiquement, qu'apparaît l'enjeu de se dire « ah oui mais moi j'ai un avis différent du groupe, mais je sais comment l'articuler avec le groupe ». Et là encore, ça va prévenir de comportements problématiques de vie en société. On va conclure. Ouais. Alors pour terminer, oui. L'intérêt donc de ce modèle aboutit à la construction de programmes pédagogiques dans lesquels on est en train de créer des situations clés, c'est-à-dire de repérer avec les éducateurs les situations dans lesquelles ils vont pouvoir repérer ces compétences, la construction de chacune de ces compétences en faisant le lien avec des situations de la vie quotidienne auxquelles ils sont confrontés. Le grand intérêt clinique qu'on retrouve, c'est que des comportements inadaptés, des comportements violents, étaient auparavant considérés comme étant justement inadaptés, violents, et donc l'alternative peut être soit d'expliquer comment les jeunes devaient faire, soit de donner une sanction. Mais ici, grâce à ce tableau, les comportements étant relevés comme étant antisociaux sont repérés dans une psychogenèse. Et donc l'intérêt des équipes éducatives et notamment des directeurs de Pôle Espoir qui nous donnent des exemples, c'est qu'ils peuvent situer où en sont chaque sujet. On a créé aussi des carnets de bord d'auto-évaluation qui permet de penser une progression et un mode de sollicitation collective pour faire évoluer les représentations à partir des compétences structurantes des jeunes et par une méthode qui permet de solliciter via la prise de conscience justement progressivement l'intégration de ces ressemblances et de ces différences. Parmi les compétences, on avait donc la coopération. Donc dans la coopération, c'est l'articulation du rôle de chacun pour un esprit d'équipe. La discipline qui correspond au contrat social, donc respecter les règles parce qu'on s'engage dans un groupe et qu'on appartient au groupe. Et la décentration qui consiste à se représenter le point de vue de l'autre, même s'il n'est pas du même avis, comprendre d'où vient son point de vue et pouvoir l'articuler avec le sien dans ce que Piaget appelait la coordination des points de vue. Donc en réalité, il s'agit bien pour le sujet de construire chacune de ces compétences en articulation les unes par rapport aux autres, et donc cela permet de donner des points de repère aux équipes éducatives pour pouvoir comprendre les comportements et pour pouvoir solliciter la psychogenèse de ces compétences structurantes dans une éducation, on pourrait dire, citoyenne, en quelque sorte, des jeunes dont ils ont la charge. Voilà. Thanks for still being here before lunch. I will definitely talk in English because me talking in French would end in a disaster. I hope you still can follow. I tried to put a lot of words on the slides. I want to present a conceptual, theoretical idea where we thought that is definitely fitting this conference because it built on Jean Piaget's ideas about the role of perspective and position in conceptual change processes. And first, I want you all to close your eyes for a moment. And now imagine how you entered this room to follow the presentations of this session. Maybe you had troubles first finding the room, and then you checked the number of the room, whether you're in the right one. Let it become visible behind your eyes, how you walked toward the door, maybe someone already held it open for you, or you reached for a handle. And now please attend to the perspective. Are you seeing this all through your own eyes, or are you seeing yourself walking through the door from an observer point of view? Okay, open your eyes again. Let's do a quick poll. Hands up, who saw it from a first-person perspective?
yes, 5, 6 people who saw it from a third-person perspective. That's kind of equal, yeah. Part saw it from first person, and part saw it from third-person perspective. And what we just did here is a very small demonstration of something that is surprisingly important for learning: the learner's perspective, the physical perspective. But we will also talk about the metaphorical perspective. And there are studies showing that when you recall something from third-person perspective, maybe it has been more embarrassing, like one's first date, and then when people recall that from third person, maybe it didn't end that well. But in learning sciences, we say it has not been explicated enough. We propose a theory about this kind of mental perspective taking, where we show that this plays a big role in understanding science. I want to show you another common example. So when we look out of the window, okay, we only see buildings here, but maybe at the lake, you will see this famous fountain and the horizon, and ignoring the mountains and the buildings, the horizon looks flat. But then, understanding that the Earth is actually a sphere is not just about understanding that fact, it requires shifting our own position, requires us to move out to space, like a satellite, like an astronaut, maybe on the moon, to view this spherical shape. We have to imagine that we are far above the Earth. We need to understand how the things look from someone else's point of view, or from space. And this has been a very classical example in conceptual change theories. When you are familiar with conceptual change, you might have come across this study from Rosalind Driver or Stella Bosniadou's work on that. Students' intuitive ideas about the Earth are all based on their everyday experience, and then they see the horizon and it looks flat. And then, after instruction, they try to integrate what they hear from the teacher. There's a spherical shape, so okay, maybe there's a sphere, the sky is spherical, but where we live it has to be flat. Or some students say, okay, there's this spherical Earth, but here where we live, it's flat, so there's 2 Earths, and children try to integrate that. And interestingly here, the perspective was already discussed in 1994 about this egocentric view. I have seen it in the last presentation already, the egocentric view. And then they talk about this more conceptual view, but they don't say what this entails, taking this third-person perspective. And this led us, my colleagues and me, to the idea that sometimes students need to adopt an entirely different perspective, and maybe in other examples they don't. So Gerhard Benke from Klagenfurt and Jaron Schur from the David Yelling College and me are together discussing this for months now. And we thought it's related to what Piaget already did with this 3 mountain task. I guess you're all familiar with that, where the child needs to say, okay, what is the perspective that the doll has? And 4-year-olds can do that. 3-year-olds would likely choose their own perspective when they have to choose between images. But then it has also been criticized. Other researchers later found that when you don't have these mountains where children may not be familiar with, but a city or a farm and some character from Sesame Street driving through that, then they already 3-year-olds can solve that. So it has also to do with the context. And we say that the role of precision and perspective in conceptual change has been certainly overlooked. Our main theories barely mention it. I will show you, discuss 3 theories today. And our goal is to clarify what perspective means and how it could play a role in conceptual change. So we try to find a definition of position and perspective. And we looked at literature, and there's a lot of literature about memory and perspective. And we found one interesting article by Peters where they said, okay, perspective is not only the visual perspective, but it's also the social perspective, the emotional perspective, the agential perspective. Am I really acting in that situation, or am I just subject to outer circumstances? But then others don't use such a
definition, the definitions are surprisingly inconsistent. Sometimes people do differentiate between egocentric and third-person view, or level 2 view, or allocentric view, but it's not always clearly defined. We also think that this is problematic because this approach here mixes different aspects that we try to distinguish in different dimensions. We distinguish, and that's the basic framework that we have in mind, worlds, positions, and perspective. So this is our central differentiation. And it looks super simple. So if you have ideas on that, I'm very open and open for critical comments. We say, first, people need to adopt a certain world. They need to think, okay, this is the world that I'm currently thinking in. And that can be a fantasy world, or that can be the real world, and then other laws apply. And in that world, they can adopt certain positions. I'm standing now here, looking at you. You are adopting a different position in the same world, looking at the wall. And then, from a position, they can have different perspectives, points of view, okay, maybe there, up, down, and so on. And within a perspective, even another that we don't discuss today is then seeing or focusing on important features. I will walk you through these 4 steps. So, what do we mean by these worlds? Let's start with the experiential world, the phenomenographical world, and its material dimension. So we are at a certain place. We occupy a spatial area at a certain time, in a certain environment, in this classroom, also with other objects that are here, far or close to us. This is the world that is always present to us. Even it's rooted in our sensory perception. So the immediate reality that we try to think is reality, that's a philosophical question. And we interpret it through our senses, through feeling the body, through seeing, through body posture. You're experiencing this presentation on a table or on a chair, noticing the sounds of the birds and maybe the projector. And even if your attention drifts away, you can still always come back to this experiential world. It always remains in the background. It's always accessible. That's also used in psychotherapy to again calm down and focus on the current situation. But we say that this might be a problem for students. And then, in addition to this experiential world, we distinguish a social dimension of this world. So we are someone, we have certain roles, we are researchers, we are students, we are teachers, and one of these roles is mostly salient and the others maybe less at a certain time point. It also includes identity, values, and beliefs. So, and here we say this social dimension does not always have to be present. For example, when we imagine being a camera, being a satellite watching the shape of the Earth, we don't need to make this social position important. But we always still have our material position of the body, this kind of embodiment theory there it relates to. And then in contrast to this world that is our reality, we also have abstract worlds. And these encompass all the imaginary worlds. We can imagine being on the moon, we can imagine exploring the deep sea. This can also be realistic or unrealistic fantasy worlds, impossible events of invisibility in Harry Potter and in Middle-earth. There we need to know that this is not the real world, that we are in a fantasy world in a novel or something. It's also not limited to these abstract worlds or fantasy worlds, but also includes the time when we imagine about our past. Imagine coming through this door is, for us, not this world, but kind of abstract already. We cannot directly access it, we can only remember it, and sometimes we forget things about it, but we can also imagine the future and so on. We can also zoom in and zoom out. When you think of Andrew Stuhlmann's example of cinnamon and wood, he showed a really zoomed in image. And that's not the current mesocosm where we're in, but he maybe used a microscope or something. And we say everything in these worlds is more difficult to understand for students, or it definitely
worth looking at where the students understand that we are in such a world and not in the real world. So that could also be a criticism to Andrew Stuhlmann's image of this cinnamon, which is not like everyday experience of how you see cinnamon. Then, as I said, in a world, each world offers multiple positions. When we accept, okay, we are currently in our real world, then we can choose a position here on the Earth, in space, on the moon, or out of our solar system. These are the physical, but there's also metaphorical standpoints that's always present in our language, that we can assume a certain position at a metaphorical standpoint. So each world offers a set of positions. And now, for example, going back to this image of the Earth, what happens here is I ask, from where do I look at the Earth? Do I need to change my position from looking out of the window to an astronaut, to a satellite? But at the same time, we still are embodied beings, and then I need to decide, should I focus now on my perception in this room? Should I inhibit it? Should I blind it? Should I suppress it? Can I integrate it? Then maybe should I integrate the pupil, the teacher, the parent role that I'm currently having? Or when I need to imagine that I'm a satellite, am I a military satellite? Am I a civil satellite? It can also give some emotional components to that. And the red arrows show that there might be problems and there might be tensions. And that's not anything that is related to conceptual change. That's just what are students currently believing about where they are? Do they have a problem with imagining their astronauts in the space when they currently feel their body and the chair? And also here, for example, might be tensions with regard to emotional states, whether they currently bring in emotions from home to school, but also the emotions that the teacher example elicits. And this led us to the question, is conceptual change related to this notion of world, positions, and perspective? And would it maybe gain from explicitly making this distinction? So we analyzed leading theories. Today I just want to talk about these three. Who is familiar with conceptual change or has heard about these theories? Okay, the minority. When you look at conceptual change, these are very popular theories. There's a lot of others, and I cannot, in this 5 minutes that I have, explain all of them very deeply. But I can show how we understand them and how we say whether it's compatible with perspective and position or not. So Carey's core cognition idea has made a major contribution to the field of understanding how children's thinking evolves, because she looks how children's development is not just adding new facts, but mirroring the way of science, also changing paradigm shift, fundamentally restructuring concepts. So children come with intuitive ideas, what she sometimes terms core cognition about the world, and then these undergo fundamental changes. For example, she uses this example of number, and when you ask very young children, tell me some numbers, then they know, okay, 1, 2, 3, 4, 5, but they don't know that this is related to counting or to cardinality. It's just a road sequence, 1, 2, 3, 4, 5. My parents always do that, so I can recite this like a rhyme. But they don't connect it. And then over time they realize that this amount maps to some amounts in the real world, and around age of 4 they grasp that the last number, 1, 2, 3, 4, this is the cardinal principle. The last number of counting tells them how many objects there are. And this shift is a shift from core cognition, from intuitive language cognition understanding, to this theoretical understanding. And then just replacing this way of thinking with another way of thinking, for us, is kind of changing the world. Changing the world from, okay, some experiential language world to, okay, there's an abstract world of numbers that I need to now
be in to see that these numbers also map onto something. But Carey's work is not explicitly clear with that. Then the second conceptual chain theory that is really popular is Stella Wozniak's framework theory, where she says that learners build some domain-specific theories on top of a general framework. This is a basic model for them, how the world works. This includes ontological presuppositions, that means what is reality, that things, for example, are solid. I cannot move through this table. I cannot be invisible. Then that there's an up-down organization, that also gravity helps to do this organization. And it also includes epistemological presuppositions, meaning our basic beliefs about what the world is like. Things appear as they are is just an example here of a student. And these framework theories are really stable, they cannot change quickly, but they activate specific theories, mental models, and these are easier to update. So when we imagine the shape of the Earth, then students activate some ideas about the ground, the sky, and the moon and the sun, for example. And this goes along with mental models. Changing these is easier, but sometimes students stick to the wrong framework theory. That's what Stella says. And learning then involves moving between this general framework, choosing a position, going to a specific theory, and sometimes students fail with that. And for us, for our framework, this looks very closely to the adopted world. Do I believe that we have gravity, that things are solid, that things cannot be invisible? Or in Harry Potter, that I accept, okay, in this world, things can be invisible. And then the specific theory for us sounds a bit like this adopted perspective. Do I look at the moon? Do I look at the Earth? Do I look at the shape? And so on. And very quickly, just the third theory, Disessa. There's always a fight between Wozniak and Disessa, because Disessa says, no, there's not such a general framework. Everything is loosely connected. He calls these things P-prims for phenomenological primitives, and these are just pieces of knowledge. And students maybe sometimes also just construct them when you ask them. So he uses a lot of interview studies and sees what students reply there, that things, for example, things balance out or resist change or stay the same. And he says then experts have the advantage that they activate the right phenomenological primitives and novices don't. And that's their problem, or that's why they fail in many, many tasks. So we thought, how can we see or check whether they correspond with our theory? This is a very simplified table. We thought, yeah, to be really fair, those theories are already existing, and we would need to ask the researchers what they think about this now, 20 years later. So for most of the things, it's not really clear how they conceptualized world, position, and perspective, but it's clearer that in Wozniak's work, there are relations to that, and in Disessa's, rather not. And we say that not explicitly considering these roles of position and perspective can lead to problems. And explicating these choices of processes, do I choose a certain world, position, or perspective, offers a lot of future research potential. I can ask as a teacher, do my students have a wrong model of the world? Or do they instead not realize that these processes that we are talking about relate to the same world? Do they adopt a suitable position? With perspective, we thought this is already at least done by the teachers. Teachers discuss perspective a lot, also in the social sciences. But the other two components may not be discussed in classroom and are certainly not discussed in learning sciences to that extent that we would wish. Maybe also, again, a relation to Piaget, the theory of mind, as an important limiting factor. Okay. Yeah, so what is your position and perspective on that? And thanks.